Merci. Alors, on cherchait un titre. Enfin, il n'était pas prévu que j'intervienne, hein, donc j'ai fait ça hier. Euh, et on cherchait un titre accrocheur. Et comme la langue française est plutôt bien faite, communiquer, informer, c'est presque pareil, mais c'est pas la même chose quand même. Et l'idée, c'était de vous interpeller par rapport à ça sur les sujets de mobilité, en particulier de mobilité décarbonée, puisque c'est quand même un peu le sujet. Juste pour commencer, parce que j'ai écouté la conférence d'intro ce matin, et sur la question de l'avion qui reste moins cher que le train. J'aurais juste redire quelques informations par rapport à ça, parce que je pense que c'est important. Un, les infrastructures pour poser des avions qui sont des aéroports, puis les infrastructures pour faire rouler des trains qui sont des rails, n'ont pas le même coût. Et entretenir des rails, ça coûte plus cher qu'entretenir des pistes d'aéroport. Donc il y a déjà ça qui est méga important. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans beaucoup de lignes de TER, les rails qui ont été, qui servent encore aujourd'hui, ont été posés en 1930. Donc oui, des fois, il faut les rénover, et ça coûte très très cher de les rénover. Deux, on oublie de dire que l'aviation, c'est très largement subventionné. On parle souvent du train, d'ailleurs on confond quand les régions demandent à la SNCF d'exploiter des TER, ce n'est pas des subventions, c'est une prestation de service. Donc on dit souvent c'est une subvention en disant ouais la SNCF elle se fait subventionner par la région, mais ce n'est pas des subventions, c'est des factures que fait la SNCF ou une prestation de service. Mais on oublie de dire que pour l'aviation, vous avez beaucoup d'aéroports en France, et c'est un peu la particularité de ce pays, c'est que il y a ce qu'on appelle des OSP, des obligations de service public, qui fait que sur certaines lignes, alors je prends souvent celle du Puy-en-Velay, parce que c'est une toute petite préfecture qui est, vous savez, la ville dont le président de région était le maire avant. Pour aller du Puy à Paris, quand vous posez vos fesses sur le siège de l'avion, il y a déjà 800 € qui ont été payés par les pouvoirs publics. De RSA. Donc quand le président de région parle d'assistanat, voilà, on a un bon exemple de ce à quoi peut servir l'argent public pour assister des gens qui pourraient se payer des avions et des billets d'avion plus chers. Ensuite, on dit souvent que le kérosène n'est pas taxé. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'origine de ça, c'est les accords de Chicago juste après la Seconde Guerre mondiale. Et l'objet de ne pas taxer le kérosène, c'était pour encourager les gens à voyager et puissent faire la guerre. Donc il y a aussi un historique. Et puis le troisième, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est que beaucoup de compagnies low cost se font très largement subventionner par ce qu'on appelle du marketing support. Alors, ce n'est pas tout à fait des subventions, c'est la compagnie, en l'occurrence Ryanair est assez spécialisée sur ce sujet, pour dire moi je veux bien vous ouvrir une ligne entre Nîmes et Édimbourg, mais comme Nîmes n'est pas connu Édimbourg, il faudra me donner 400 000 € pour faire connaître Nîmes à Édimbourg. Et la communication, elle va être faite principalement sur le site Ryanair, exclusivement. Donc c'est moi qui fixe le prix, et c'est pour ça que ça coûte 400 000 €. Et j'y reviendrai tout à l'heure par rapport à l'exemple de l'Occitanie, qui a 9 aéroports internationaux, ce qui limite un peu mes propos sur tout ce qui est fait sur le train. Alors juste pour commencer, je voudrais revenir sur la notion de voyage. J'ai dû sauter une... Non, c'est ça. Il faut qu'on fasse attention dans l'idée de faire en sorte que le tourisme soit plus durable, à pas avoir un avis trop négatif sur le voyage. Il faut que les gens bougent. Hein. Si vous avez lu les programmes de quelques partis qui sont majoritaires, enfin en tout cas en tête dans les sondages, l'idée c'est qu'on reste chacun chez soi. Enfin, c'est pas la solution. Donc il faut encourager les gens à bouger, en particulier les jeunes. Moi je trouve que le pass qui va être lancé est intéressant. Et si on revient à la mobilité décarbonée, j'ai pris un exemple chez moi parce que j'habite pas très loin. Je ne sais pas si vous connaissez Brioude. C'est une petite sous-préfecture de la Haute-Loire qui a la chance d'être sur le trajet de la ligne qu'on appelait avant le Cévenol, mais qui s'appelle toujours le Cévenol, et qui traverse toutes les Cévennes, qui est objectivement la plus belle ligne de France. Parce que vous passez dans des endroits où les voitures ne passent pas, même pas des chemins de randonnée, donc ne passe que le train et des canoës sur la rivière Allier. Les collectivités se sont battues pour maintenir cette ligne en activité. Il y a 3 TER par jour qui font Clermont-Ferrand en Nîmes. Et regardez ce que fait Brioude quand il présente son territoire. Il présente la 75, c'est l'autoroute. Il ne parle pas de la voie ferrée sur laquelle on a investi des millions d'euros pour maintenir 3 TER par jour aller-retour. C'est pas beaucoup, hein. Parce que je me suis dit, est-ce que c'est un oubli sur la homepage? Et puis quand je suis allé voir, on donne plein d'informations sur comment venir en voiture. Et puis en train, on met la gare ferroviaire se trouve à Brioude. C'est pas une information pour encourager les gens à prendre le train. Sur un autre exemple, qui est un peu plus connu, pour aller à Chambord, il n'y a pas beaucoup de gares d'ailleurs qui prennent les noms des sites touristiques. Vous en avez 2 en France, Blois-Chambord et puis Nîmes-Pont-du-Gard, qui est la nouvelle gare sur la LGV qui va jusqu'à Montpellier. On donne toutes les informations pour venir en voiture.
Alors on dit combien de temps il faut, on va zoomer pour dire à quelle sortie il faut sortir. Et puis en train, on oublie de vous dire que si vous descendez à la gare de Bourg-Chambord, il reste 17 km à faire, donc pour le dernier kilomètre ça fait un peu beaucoup, et qu'il y a des navettes de bus, et il faut prendre des navettes de bus qui sont pour la plupart coordonnées avec les horaires de train quand vous venez de Paris. Mais posez-vous la question pour un Américain qui est à Paris, qui a le choix entre 7 gares pour partir de Paris, est-ce qu'il va spontanément savoir que c'est la gare d'Austerlitz qu'il faut prendre le train pour aller jusqu'à Chambord? Et bien cette question-là, quand vous la posez à l'Office de Paris, quand vous la posez au CRT d'Île-de-France, ou quand vous la posez à l'Office de Chambord ou au CRT de la région Centre, puisque c'est les deux qui sont concernés, personne ne la traite. Ça, c'est de l'information. Et la problématique de l'information, elle est pour moi capitale si on veut mettre un peu plus de gens dans le train. Alors je vais revenir juste sur, par rapport à ces exemples-là, et puis cette problématique de la capacité à mobiliser plus de visiteurs à prendre le train. En clair, c'est comment on organise le report modal de la voiture vers le train. Le premier temps, qui a été celui de l'Occitanie, c'était celui du positionnement. Moi je reviens pour encourager l'ensemble des organismes et des acteurs du tourisme à faire la promotion du voyage. Le voyage, ce n'est pas forcément ce qu'on a à l'autre bout du monde. Vous noterez d'ailleurs que dans les CV que font les jeunes, la dernière ligne, vous savez, la ligne d'hiver, c'est toujours, on met toujours un truc sur le voyage, et c'est toujours le voyage qu'on a fait à l'autre bout du monde. Mais enfin, moi, ma fille aînée, elle est partie en Australie, c'est moi qui lui ai payé son billet d'avion. Alors c'est très courageux en Australie, mais enfin, heureusement qu'elle avait des parents pour lui payer son billet d'avion. Mais traverser le Massif central en train ou en VTT, c'est plus intéressant comme expérience à promouvoir quand on veut chercher du boulot. Mais voilà, l'idée de promouvoir le voyage, je rappelais ce que disait Montaigne par rapport au voyage qui formait la jeunesse, ça nous semble important, et on a voulu, nous, voilà, à un moment où, alors pour le coup, c'était juste avant la crise de la Covid, on a voulu nous dire, voilà, finalement, le voyageur est plus intéressant, alors en tout cas au moins dans la sémantique et dans l'expression, que le touriste. On a considéré que les voyages faisaient grandir les hommes et les femmes, et c'est l'accroche et la baseline qu'on a sur toute notre communication en Occitanie. On a une production qui s'appelle Les Fabuleux Voyages, et puis on a un produit star qui est l'Occitanie Rail Tour, sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Peut-être juste, si sur le positionnement, un point, mais sur lequel je reviendrai tout à l'heure. L'Occitanie, c'est le nom d'une nouvelle région. Alors, à mon avis, c'est mieux trouvé que les Hauts-de-France, parce que c'est en haut de carte, ou le Grand Est, parce que c'est totalement à l'Est. Mais je me rappelle que quelqu'un, un jour, quand j'ai travaillé sur la région Grand Est, disait, c'est un Allemand, il disait, moi, nous, le Grand Est, c'est la Sibérie. Il avait raison, parce que c'est plus à l'Est que Strasbourg pour les Allemands. Donc l'Occitanie, c'est un nom qui a une résonance culturelle, historique, patrimoniale intéressante. Pour autant, c'est un nom administratif de région. Et qu'aujourd'hui, quand on demande aux gens qui viennent en Occitanie combien ont tapé Occitanie sur Google, c'est quasiment zéro. Donc ce n'est pas un nom de destination, ça c'est un autre problème, la concordance entre des territoires administratifs et des logiques de destination. Et nous, ce qu'on voulait pour construire notre positionnement, c'était attribuer l'image du train à l'Occitanie, qui est une région grande comme un pays et qui a une diversité d'offres et surtout un réseau de trains intéressant, en particulier pour les populations européennes. Le deuxième point, c'est comment on connecte l'information de transport à l'information touristique. Vous l'avez vu tout à l'heure sur l'office de Brioude. Alors, je ne vous ai pas tout mis en photo, mais tous les objets touristiques, donc ce qu'on appelle les POI dans les systèmes d'information touristique d'Occitanie, ça c'est un hôtel à Carcassonne, tous ont le widget. J'y vais en train. Alors avec Clio, c'est la marque des transports publics en Occitanie. Et puis, quand vous cliquez, vous avez automatiquement la gare d'arrivée. En l'occurrence, c'est Carcassonne qui est affichée. Il vous suffit de mettre la gare de départ et vous avez l'ensemble des informations. Ça, objectivement, je vous le dis, je pense qu'il y a des directeurs d'office de tourisme, mais ça, tous les offices de tourisme devraient le faire. Et tous les offices de tourisme devraient encourager les opérateurs de leur territoire à dire vous le mettez, ça ne coûte rien. Et c'est parce que vous avez cette information, et c'est parce que vous dites qu'il y a 25 trains par jour ou qu'il y en a 2 par jour, que tout d'un coup vous allez encourager des gens à dire bah tiens oui je pourrais y aller en train, surtout si l'opérateur vient vous chercher à la gare. À côté, je vous ai mis des petites fiches d'information qu'on travaillait avec les services de transport, une par département, pour expliquer voilà, tout ce qu'on est capable, il y a 13 départements en Occitanie, donc tout ce qu'on était capable de faire si on prenait le train ou si on prenait le bus pour en particulier organiser ces loisirs.
Le troisième temps, c'est celui de la production. Voilà, comment on arrive à mettre en place un produit le plus simple possible d'usage, en l'occurrence donc l'Occitanie Air Tour, pour faire super court, c'est 10 € par jour pour voyager de manière illimitée sur toutes les lignes de TER, quel que soit le jour de l'année et quel que soit l'âge. Donc ça marche assez facilement. Il y a quelques détournements du billet, parce que si vous faites Montpellier-Toulouse en TER, aller-retour, ça vous coûte 50 balles, donc vous avez plutôt intérêt à prendre l'Occitanie Air Tour parce que ça vous coûtera que 10 €. Mais voilà, l'idée du principe, c'était ça. Ça marche sur toutes les lignes de train, ça marche sur les lignes de car qui sont gérées par la région, et je reviendrai sur la manière de marketer une offre de TER et surtout un réseau de TER. Si je vous avais mis la carte de TER à côté, j'aurais dû le faire d'ailleurs. C'est pas très sexy une carte de TER vu la SNCF. Le truc simple, et c'est pour ça qu'on voulait parler de communication et d'information, le truc simple au départ, c'est de reprendre le réseau de TER et de donner des noms à des lignes et des noms évocateurs à vocation touristique. Mettez-vous à la place d'un Danois qui vient passer ses vacances en Occitanie. Vous lui expliquez qu'il y a une ligne qui va dans la Camargue, donc elle s'appelle la ligne de la Camargue. Il y en a une qui traverse les Cévennes, c'est la ligne des Cévennes. Celle qui va de Perpignan à l'Espagne, c'est la ligne de la Côte-Vermeille. Celle qui va de Toulouse à Montpellier, c'est la ligne du canal du Midi. Donc d'avoir des évocations, de donner des codes couleurs. On a hésité sur la ligne qui fait Toulouse-Lourdes pour savoir si on l'appelait la ligne des miracles, et puis finalement on l'a appelée la ligne des Pyrénées. La présidente de région n'a pas voulu, moi je trouvais ça drôle, mais elle n'a pas voulu qu'on l'appelle comme ça. Et puis chaque ligne, on la présente. Alors je vous ai pris la ligne des Bastides, parce que la plupart des villages qui sont traversés par cette ligne ont des Bastides. Eh bien, on a présenté chaque ligne de train comme on présente une ligne de métro. Il manque juste ici, parce que c'est pas fini, vous savez, dans le métro, quand vous avez une correspondance, le point est plus gros et on vous met une correspondance avec la ligne 1 et la ligne 2. Donc là, l'idée, c'était de mettre les correspondances avec des bus. Par exemple, vous pouvez aller au Pic du Midi en partant de Toulouse. Vous avez une rupture de charge à la gare de Lourdes. Vous avez le bus devant la gare qui vous attend, qui vous amène jusqu'à la Mongie, puis ensuite vous montez donc au Pic du Midi. Et vous pouvez faire l'aller-retour de Toulouse au Pic du Midi en ayant seulement une rupture de charge à Lourdes. Donc chaque ligne est présentée comme ça. Et puis vous avez la capacité de taguer en disant voilà, moi j'habite à Toulouse et je veux faire du canoë. Et on vous présente toutes les lignes que vous pourrez prendre, les gares auxquelles il faut descendre pour aller faire du canoë ou pour aller visiter un site UNESCO. Ou alors, vous prenez la ligne et vous savez où vous voulez aller. Je vous ai mis, comme on est dans les Alpes, je vous ai mis un peu de photos de mer. Vous prenez la ligne donc, de la Côte-Vermeille. Vous dites, tiens, j'ai envie d'aller à Collioure. Je clique sur l'icône de Collioure. Ça m'ouvre des informations et là je me reconnecte au système d'information touristique. Alors je passe assez vite et puis voilà, vous avez tout un tableur d'informations ultra pratique. J'ai cliqué sur hébergement et là voilà, je me suis connecté à mon SIT et à ce que l'Office de tourisme de Collioure a rempli. Et j'ai tapé hébergement, vous avez 50 résultats d'hébergement, vous avez même un petit curseur pour dire ça c'est tous les hébergements en moins de 40 minutes. Si vous voulez le mettre à moins de 10 minutes parce que vous n'avez pas envie de marcher trop longtemps, ça vous le remet. Donc voilà, ça c'est comment on est capable de gérer plus d'informations pour mieux informer les gens qui sont capables de prendre le train. Je donne cette info parce que c'est intéressant sur des sondages qu'on a pu faire, parce qu'on en fait souvent. Quand on a posé la question à des gens qui habitaient Toulouse en disant est-ce que vous savez que vous pouvez prendre le train pour aller faire du canoë, 7% des gens sont capables de répondre oui. Je pense que si vous interrogez les gens de Chambéry en disant est-ce que vous savez que vous pouvez prendre un TER qui vous amène à Bourg-Saint-Maurice, descendre l'Isère en raft et reprendre le train à Landry, je ne suis pas sûr que plus de 10% des habitants de Chambéry seraient capables d'avoir cette information. C'est ça aujourd'hui le boulot des organismes de gestion de destination. Pour ça, moi je pense qu'il faut qu'on change de paradigme. Et on a fait beaucoup de communication, on n'a pas fait beaucoup d'informations. Et je l'illustre d'une autre manière, moi, sur l'Occitanie. On a un jour poussé une information auprès de gens qui étaient titulaires d'une carte qui était monétisée par la région. Donc c'était des familles qui étaient à moins de 1 000 € de quotient familial. Et on leur a dit, il va faire beau ce week-end. C'est le moment d'aller découvrir la vallée de la Dordogne en canoë. Vous partez de la gare de Toulouse-Matabiau à 8h52. Vous prenez le train en direction de Brive. Vous descendez à la gare de Souillac, et là il y a le loueur de canoë qui vous attend, vous pouvez utiliser votre carte pour descendre la Dordogne, et vous revenez avec le train de 18h52. Si vous faites ça, vous mettez 60 personnes dans le train. Nous on l'a calculé, 60 personnes dans le train. Ça c'est de l'info. La com, c'est le CRT qui prend un mec qui fait des vidéos en drone,
qui fait une super belle vidéo en drone, vous la postez sur votre site internet, vous avez 30 000 vues, 15 000 likes, et ça c'est de la com. Je ne dis pas qu'il ne faut plus faire ça. Je dis simplement que si on oublie derrière de dire qu'il faut prendre le train direction Brive et qu'il faut descendre à Souillac, il en manque un bout. Voilà, pour ne pas être trop long et plus amener le débat sur la fin, les tops, c'est, oui, on a, je pense, positionné en Europe l'Occitanie comme l'autre pays du train. Alors l'autre, c'est la Suisse, hein, bien évidemment. Mais voilà, avec ce tarif à 10 € par jour, on a des gens qui arrivent beaucoup en avion, mais de l'Europe du Nord, parce que c'était le public qui était visé. On a même d'ailleurs des compagnies aériennes, là, il y a Norwegian qui vient d'ouvrir une ligne entre Copenhague et Toulouse, qui inclut 3 jours d'Occitanie de retour dans le billet de train, dans le billet d'avion. Donc vous achetez un billet d'avion et vous avez 3 jours. Alors on a négocié avec eux un tarif moins cher que 10 €, qui était déjà pas très cher. Mais en tout cas, voilà, on a des jeunes Européens qui reconnaissent l'Occitanie comme un pays pas cher pour voyager, parce que voilà, 10 € par jour, même si le pass à 49 € sur les 2 mois va être encore moins cher, et tant mieux. Et puis on a surtout voilà, tout un tas de partenaires, en l'occurrence le guide Michelin, qui fait un guide pour voyager en train. Alors il a repris les mêmes lignes que nous. Je le dis souvent, j'aime bien rappeler Michelin, pas seulement parce que j'habite en Auvergne, mais je ne sais pas si vous savez, mais Michelin fait des guides uniquement pour user des pneus. Hein. L'origine des guides rouges et verts, c'était que les gens voyagent et donc usent des pneus. Là, ils font un guide pour prendre le train, ce qui est quand même une première chez Michelin. Les tops, alors je vous ai mis celui-ci, oui, je reste sur les tops, pardon. C'est l'autre dispositif qui a été mis en place en Occitanie, c'est l'accès à la mobilité pour tous, et en particulier à ceux qui n'ont pas forcément les moyens de se déplacer, avec tous les premiers week-ends de chaque mois en Occitanie, un billet de train à 1 €. Ça fait environ 150 000 billets par week-end, donc vous faites le calcul de ce que ça fait sur l'année, ça fait pas loin de 2 millions de billets. Il y a 3 catégories de voyageurs, c'est intéressant de regarder. Il y a les opportunistes, ils devaient prendre le train et ils vont payer moins cher parce qu'au lieu de payer 15 €, ils vont payer 1 €. Il y a ceux qui ont effectué un vrai report modal de la voiture vers le train parce qu'ils disent ça vaut pas le coup de prendre la voiture et on prend le train. Et il y a une troisième catégorie, et moi je voudrais surtout insister sur celle-là et vous interpeller par rapport à cette troisième catégorie, c'est ceux qui n'avaient pas prévu de sortir de chez eux et qui, parce que le train coûte 1 €, vont sortir. Cette troisième catégorie, quand on les interroge sur ce qu'ils ont fait une fois qu'ils sont arrivés avec leur train à 1 €, alors beaucoup vont voir de la famille, et puis beaucoup vont pratiquer des activités de loisirs qu'ils n'auraient pas fait s'ils n'étaient pas sortis de chez eux. Et ça, c'est vraiment très important. L'estimation qu'on a faite à l'année, c'est 25 millions d'euros de consommation par cette troisième catégorie de gens qui sont pour nous des clientèles supplémentaires, des clientèles de loisirs, mais des clientèles supplémentaires dans l'économie touristique. Donc 25 millions, ce n'est pas négligeable. Pour info, c'est plus que le poids de la consommation des Japonais en Occitanie. J'oppose les deux parce que j'ai été directeur 5 ans du CRT. J'ai arrêté toute la promotion sur les marchés lointains au bénéfice des clientèles de proximité et en particulier au bénéfice de l'activité de loisir que je considère, et j'y reviendrai tout à l'heure, comme un axe de croissance hyper important. Les flops, c'est qu'on n'a pas été vendu chez Connect parce que la région ne voulait pas laisser de la commission à SNCF Connect, donc ça nous pénalise beaucoup dans la lisibilité du produit. L'autre flop, c'est que sur la clientèle choisie, qui sont plutôt des routards, entre guillemets, il n'y a plus de consignes dans les gares. Donc c'est hyper compliqué, quand vous arrivez à la gare de Sète, par exemple, de vous balader avec votre valise à roulettes et visiter Sète. Donc c'est une question qu'on a posée à la région, savoir comment on pouvait remettre des consignes extérieures ou alors utiliser les commerçants. Il y a je ne sais plus quel opérateur là, qui propose de le faire. Et puis le troisième flop que j'ai pas mis et qui est pour moi méga important, c'est que pendant qu'on fait ça, il n'y a jamais eu autant de vols low cost en Occitanie. Il y a 9 aéroports internationaux en Occitanie. Vous en avez dans des villes assez improbables comme Rodez. Vous en avez à Béziers, qui est pourtant à 50 km de Montpellier. Vous en avez à Nîmes, qui est à 50 km à l'est de Montpellier. Donc vous avez des compagnies comme Ryanair qui sont très très malignes et très fortes pour organiser la concurrence entre les aéroports. Sauf que sur les 106 vols low cost, il y en a beaucoup qui sont très largement subventionnés par les gestionnaires des aéroports. Savoir qu'une ligne low cost, en moyenne, et je prends l'exemple de Ryanair, puisque nous, on a été sollicités à certains moments, une ligne low cost, ce qu'on appelle donc le marketing support, c'est entre 300 000 et 400 000 euros par an. Vous multipliez ça, alors pas par 106 lignes, parce qu'il n'y a pas que Ryanair qui est chez nous, mais voilà, l'estimation que je fais, c'est qu'il y a entre 15 et 20 millions d'euros d'argent de collectivités
qui sont déportés vers l'aérien. Donc ce qui est mis pour que les billets de train coûtent 1 euro ou coûtent 10 euros, c'est pas grand-chose par rapport à ce qui est mis sur l'aérien. Voilà, je n'irai pas plus loin, mais c'était moi un point d'agacement et d'opposition avec les élus de ma région sur ce point-là. Sur la suite, moi je pense qu'il y a un vrai travail de mise en réseau des réseaux de TER dans toutes les régions françaises. Mise en réseau d'un réseau de TER, c'est comment on nomme les lignes, comment on fait le travail qui a été fait. Je laisserai tout à l'heure Antidote en parler, puisqu'on a bossé hier ensemble sur cette problématique-là. Le deuxième point, c'est comment on passe d'une logique de transport. Les TER, la logique des TER, c'est du transport domicile-travail du lundi au vendredi. Pourtant, les TER, ils fonctionnent aussi le samedi et le dimanche. Heureusement d'ailleurs, ils fonctionnent aussi pendant les périodes de vacances. Voilà. Comment on utilise le TER pour encourager le voyage et pas le transport domicile-loisir. Comment on met en place des politiques tarifaires pour faire entrer une nouvelle clientèle. Et là, je voudrais tordre une idée à l'idée que ça coûte cher aux régions. Le calcul qui a été fait en Occitanie sur les billets de train 1 euro, ça coûte, puisque la SNCF facture une partie de cette non-recette, mais les trains qui circulent, c'est des coûts fixes. Comme une piscine, si vous avez 10 personnes qui se baignent dans la piscine, vous en avez 100, il n'y a pas vraiment de différence dans le coût d'exploitation de la piscine. Donc là, c'est des coûts fixes. Et le deal qui a été trouvé entre la région et SNCF, c'est de dire, voilà, on vous apporte plus de gens, mais en même temps, cette nouvelle clientèle, elle va prendre plus le train. Et ce qui s'est passé, et ce qui avait été prévu s'est passé, c'est qu'on a beaucoup plus de nouveaux abonnés aux différentes tarifications, que ce soit pour les transports scolaires, mais ce soit aussi pour le travail, les abonnements domicile-travail, de la part des gens qui sont venus au TER par des activités de loisirs et pas des politiques tarifaires. Et puis on a un nouveau produit qui est lancé cet été, s'appelle le Green Ticket. Alors c'est un produit que moi j'ai souhaité uniquement en B2B, donc ce sont les hébergeurs qui l'achètent. Vous savez, c'est un peu comme la carte d'hôte qui est donnée, je ne sais pas s'il y en a ici, mais ça se fait beaucoup en Suisse. Ça coûte 10 euros par famille, on va jusqu'à 5 personnes dans une famille, et vous avez droit avec le Green Ticket à un aller-retour de votre choix pendant votre temps de vacances sur le réseau TER. Donc il ne fait pas beau à Marseillan, vous n'allez pas à la plage, vous voulez visiter la Cité de l'Espace à Toulouse. Pour 5 personnes, vous allez pour 10 balles et vous faites l'aller-retour derrière. Donc on va voir ce que ça donne. Mais a priori, là, c'est plutôt bien parti. Vous avez des bel en bras, vous avez des VVF, vous avez des Gîtes de France qui achètent ce produit pour le redonner ensuite à leurs clients. La suite, c'est aussi une réflexion qui a été engagée dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt de la part du CRTL, qui était d'accompagner, on en a choisi 16 offices de tourisme, à qui on demande de prendre la compétence mobilité. Prendre la compétence mobilité, c'est accompagner les hébergeurs, c'est gérer le dernier kilomètre, c'est informer sur l'ensemble des transports publics qui concernent le territoire. On a démarré, on est quoi, au mois de juin, on a démarré au mois de septembre l'an dernier, il y en a pour 18 mois. Voilà, on espère que progressivement, les offices de tourisme prendront cette compétence de la mobilité. La suite, c'est aussi ça, et puis je vais terminer par ça, mais je reviens sur l'idée du voyage et la nécessité d'encourager les jeunes à voyager. Moi, je me bats pour expliquer aux élus que l'usage du temps libre, nous, acteurs du tourisme, on a l'impression qu'il est entièrement dédié au tourisme et aux vacances. Mais ce n'est pas vrai. L'usage du temps libre, il est dédié à plein d'autres choses. Je vous renvoie à toutes les études qui sont faites pour dire que, voilà, au quotidien, 70% de notre temps libre, c'est des écrans. Donc il y a aujourd'hui une réflexion à avoir entre ce qui relève du divertissement digital, qui a sa place, moi je ne veux pas donner d'avis par rapport à ça, mais le divertissement digital, c'est ce qui assigne à résidence, c'est ce qui exclut, c'est ce qui fait rester les gens chez eux, en opposition au voyage, qui lui fait sortir les gens de chez eux. Et je pense qu'il y a une vraie question à se poser. On est, je pense, assez naïf de la capacité des acteurs du divertissement digital à vendre des forfaits qui auront pour objet de faire en sorte qu'on reste devant sa télé parce qu'on a pris un abonnement Netflix, qu'on joue à des jeux vidéo parce qu'on trouve que c'est plus simple que de sortir de chez soi. Donc voilà, tout ce travail qui consiste à encourager la mobilité et à encourager le voyage pour les jeunes, et je reviens sur le pass rail, est important. Et pour accompagner ça, moi je trouve que ce qui est fait sur les passes, alors en particulier en Suisse, dans le Valais, avec ce pass, et puis surtout le Magic Pass, moi je trouve que c'est des formules hyper intéressantes. Parce qu'une fois qu'on a acheté son pass, et les Suisses le prouvent avec Magic Pass, plus 23% de journées skieurs,
moi je trouve que c'est ça qui est gagné. Parce que le pass, il coche à mon avis toutes les cases d'un tourisme plus responsable et plus durable. C'est la proximité, c'est la clientèle de loisirs, c'est des nouvelles clientèles, c'est de la mobilité décarbonée, parce qu'avec le Magic Pass, vous avez Magic Travel qui vous donne 50% de réduction sur les trains. Et je pense qu'à l'avenir, on sait, enfin moi je pense que oui, à Courchevel et peut-être ici, il y aura toujours des Brésiliens et des Australiens pour venir faire du ski, tant mieux. Moi je préfère d'ailleurs qu'ils viennent ici, qu'ils aillent à Stade ou ailleurs. Mais on sait de toute façon que les clientèles lointaines, on les aura de moins en moins. Donc il faut, oui, trouver d'autres modèles de croissance. Pour moi, la croissance, elle est à trouver plutôt chez les 40% de Français qui ne partent pas en vacances, parce que c'est pas quelque chose qui n'est amené à jamais bouger. Donc on peut accompagner, on l'a vu quand on donne le train à 1 euro, qu'on est incapable d'aller chercher de nouvelles clientèles. Et la croissance, je pense qu'on est capable d'aller chercher sur les activités de loisirs, couplées à de la mobilité décarbonée, et que c'est comme ça qu'on construira un tourisme plus durable. Je rappelle quand même que l'ADEME, dans son rapport sur ce qui n'est pas durable dans l'économie touristique, c'est le transport. Alors pour une économie née du voyage, c'est compliqué de dire que il faut baisser le transport. Alors la réalité, c'est que si 77% des gaz à émissions d'effet de serre du tourisme sont produits par le transport, c'est quand même principalement autour du transport qu'il faut qu'on se préoccupe de limiter nos externalités. Et je trouve que toutes ces formules, toutes ces réflexions sur la tarification, sur les passes, sur la capacité d'informer les visiteurs à prendre le train sera la solution la plus efficace pour faire en sorte qu'on baisse progressivement les externalités de l'économie touristique. Voilà. Merci beaucoup Jean, c'était une prestation improvisée mais hyper pertinente, donc merci beaucoup. Je vous passe directement la parole, ça y est, les mains se lèvent dans tous les sens. Merci beaucoup pour la présentation. À la fois, on a pu découvrir toute la complexité, mais aussi la façon dont ça a été bien monté en termes marketing, avec derrière la volonté de faire voyager les gens. Ça m'amène quand même une réflexion de base. Vous avez terminé par la Suisse, et je dirais que les Suisses, ils n'ont pas besoin de faire tout ça. Ils n'ont pas besoin d'inventer tout ça. Parce que si je veux aller en Suisse n'importe où pour aller travailler, pratiquer, étudier ou m'amuser, j'ai un train et un bus postal pour aller partout. Donc je fais de façon un peu critique. Quelle débauche d'énergie, quelle ingénierie, quelle intelligence pour en arriver là. Parce qu'au bout du compte, l'expérience consommateur pour aller vivre quelque chose, on est malgré tout, et malgré ce que vous avez présenté qui est très bien loin de la qualité du produit. Donc comment avons-nous pu dégrader autant nos infrastructures et notre offre de travail pour aujourd'hui être bien handicapés pour accomplir la mission, pousser les gens à voyager et sortir de leur écran. Mais moi, je suis 100% d'accord. Alors bon, la Suisse a une histoire, a des banques, a un pouvoir d'achat. Bon voilà, donc comparer, moi j'aime bien la comparaison. Je rappelle quand même que l'histoire du train en Suisse et la performance du train en Suisse, et en particulier ce qui est lié du cadencement, est assez récent. Hein. Ça date d'il y a une trentaine d'années où les Suisses, ils ont ils ont un cadre de gouvernance qui est vachement intéressant, qui s'appelle le Club des Fous, et qui est actionné par l'État suisse en disant, voilà, on a un problème, on va chercher le Club des Fous. Alors le Club des Fous, ça peut être des universitaires, ça peut être des citoyens, voilà, et des gens à qui on donne totale liberté pour poser le problème. Et le Club des Fous s'est réuni, alors c'est un peu plus de 40 ans d'ailleurs maintenant, un jour en gare de Zurich à 10h le matin, où il n'y avait pas de train, parce que les trains à Zurich c'était plutôt tôt le matin, à midi, à 2h et tard le soir. Et de dire, regardez, il n'y a pas de train. Alors les gens des chemins de fer suisses ont dit, bah oui c'est normal, il n'y a pas de demande. Et puis les Suisses, les acteurs du Club des Fous ont rappelé un truc, mais qui est vrai pour le transport comme pour le tourisme, c'est l'offre qui fait la demande. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que si je reprends Ryanair, Ryanair l'autre jour a ouvert une ligne entre Carcassonne et Cork, donc une ligne complètement improbable. N'empêche que du jour où Ryanair met un avion au départ de Cork pour à Carcassonne, ils mettent 180 personnes dans l'avion. Voilà. Donc, ouais, ça semble con de le rappeler, mais c'est l'offre qui fait la demande. Là, moi, je suis 100% d'accord en disant on a tellement dégradé
l'expérience clientèle et puis surtout l'offre ferroviaire, qu'on est obligé de redire que vous avez des trains qui existent pour vous amener de Toulouse jusqu'à Najac, et que si vous descendez à la gare de Najac, vous avez le prestataire de canoë qui est là, vous allez descendre l'Aveyron et vous allez reprendre le train à la gare suivante, qui est un truc tout con, mais c'est simple. Je vous ai monté tout à l'heure la ligne de Brioude. Si vous la prenez au départ de Clermont, vous prenez le train pour monter les gorges de l'Allier, et vous pouvez descendre les gorges de l'Allier sur 25 bornes. Alors, ça pousse un petit peu, enfin c'est pas dangereux, mais ça pousse un petit peu. Vous descendez sur l'équivalent de 2 stations et vous reprenez le train 2 stations plus bas. Enfin, sauf qu'il n'y a pas un office de tourisme qui est capable de donner cette information. C'est ça qui est incroyable. Et moi, là, j'attire juste l'information. L'échange, c'est de l'information. Et ça coûte pas cher de le faire. Moi, j'habite un village au bord de l'Allier, à 25 bornes au sud de Clermont. C'est moi sur mes propres réseaux sociaux qui explique qu'on peut prendre le train à Clermont, descendre à la gare. Là, il y a un loueur de canoë qui est à 100 mètres de la gare, c'est juste à côté. Hein. Et on descend et on reprend le train pour rentrer à Clermont le soir. C'est pas compliqué, voilà. Et quand on fait ça, ouais, on amène réellement de nouvelles clientèles ou de nouveaux usagers, je sais pas comment il faut le dire si on le prend par rapport au train. Et moi, ça me semble important. Mais c'est vrai, on a dégradé l'offre ferroviaire. L'autre question, c'était... Merci, bonjour, Guillaume Rossetti, directeur marketing commercial du domaine de Montagne des Arcs. Merci pour la présentation et puis pour tous les beaux coups de gueule sur LinkedIn aussi, on est toujours bien argumenté. Moi j'ai une question sur l'aspect carbone, vous en avez parlé à la fin. Est-ce que vous avez pu dresser un bilan carbone aussi de ces projets-là, un avant, un après? Vous l'évoquiez aussi avec les paradoxes un peu frustrants de dire le trafic aérien a augmenté parallèlement. Vous disiez aussi on veut devenir l'autre pays du train, mais alors du coup quand un Norvégien veut venir visiter l'Occitanie, donc il prend son avion de Norvège vers l'Occitanie et après il fait le reste en train. Ouais. On a des débats nous parfois sur le territoire en se disant est-ce qu'il vaut mieux que les gens viennent en voiture jusqu'ici puis prennent le funiculaire ou qu'ils viennent en train jusqu'ici et à la rigueur qu'ils aient un taxi door-to-door pour venir jusqu'à leur appart. Enfin voilà, est-ce que vous avez eu des métriques sur la dimension vraiment impact carbone et un avant-après sur ces projets? Alors, d'abord, tout ça, ça relève d'une capacité. Alors, on a eu, nous, cette chance en Occitanie, mais parce qu'on s'intéressait au sujet quand même. Hein. Mais les services transport des collectivités, c'est des forteresses. Hein, donc, objectivement, c'est vachement dur parce que c'est eux en premier qu'il faut les convaincre. La SNCF n'étant qu'un opérateur, entre guillemets, hein, derrière. Hein, donc, la SNCF, elle dit ce que la région lui demande. Et si la région lui dit c'est à 1 euro, elle lui dit OK, mais dans la convention, il va falloir compenser la différence de ceux qui n'auront pas payé le vrai tarif. Donc on a eu la chance d'avoir à la fois un DGS de région qui était plutôt ouvert sur le sujet, des services transport qui étaient ouverts. Et là, toute la question de la mesure du report modal, alors à la fois pour le train 1 euro, à la fois pour le green ticket qu'on va démarrer, parce qu'on espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont de fait laisser leur voiture et prendre le train pour aller se déplacer une journée de pluie, parce qu'en général c'est comme ça que ça marche. Hein. Et puis à la fois pour l'Occitanie Rail Tour. Donc il y a un cahier des charges qui est fait, qu'on voudrait donner à l'ADEME, parce que voilà, on considère que c'est le mieux placé. Moi j'ai simplement fait une règle de 3 sur l'évolution des nuitées touristiques en Occitanie avant la crise, après la crise, donc 2019-2023. On a gagné un peu plus de 20 millions de nuitées, donc il y a en tout en Occitanie 223 millions de nuitées en 2023, il y en avait un peu plus de 200 en 2019. Et l'évolution, c'est une part de marché des clientèles de proximité. Alors nous, ce qu'on appelle les clientèles de proximité, c'est ceux qui sont à moins de 3 heures de l'Occitanie. Alors on a pris Toulouse et Montpellier. En comptant la Catalogne, parce qu'on a une très forte fréquentation d'Espagnols, mais qui sont pour le coup, quand ils viennent de Barcelone, plutôt proches, en tout cas pas plus loin que les Lyonnais quand ils viennent chez nous. 50% des 222 millions de nuitées sont des clientèles de proximité quand elles étaient à 42% en 2019. Alors, je ne sais pas s'il faut se réjouir de ça. Moi, je me réjouis de la progression et d'une progression qui est plutôt portée par des clientèles de proximité qui ont certainement pris la voiture aussi, hein, faut pas se leurrer. Mais on a eu un grand débat, parce que vous savez que dans ce qu'on fait dire à la loi de 92 sur les compétences de CRT, c'est que les CRT doivent s'occuper forcément des marchés étrangers. Donc il y a eu un vrai débat, d'abord au sein du CRT, puis avec l'ensemble des acteurs institutionnels, quand on a dit, voilà, on arrête les moyens sur les marchés lointains.
Et quelqu'un m'a dit au sein du CRT, au moment où on lançait à la fois ça, puis la carte oxygène, qui était un dispositif pour aider les gens qui étaient sur des revenus faibles, quelqu'un m'a dit, ouais, si j'ai bien compris, on nous interdit d'aller faire le salon de Miami pour nous encourager à aller dans le quartier du Mirail faire la promotion de la carte oxygène et du train. C'est forcément imagé. N'empêche qu'il y avait un peu de ça, et c'était de dire, voilà, moi, j'insiste, hein, je suis consultant maintenant, chaque fois que je démarre une mission, je démarre sur une matrice où on répartit toutes les nuitées de la destination par saison, éventuellement par catégorie. En Occitanie, on le fait par univers de consommation, parce que les Pyrénées, c'est pas la même chose que le littoral. Et puis on dit, voilà, où est-ce qu'on peut faire des progrès? C'est assez marrant de voir que quand on fait ce travail-là, la notion de progrès et de croissance, quand on la pose à des acteurs institutionnels, c'est toujours des nouvelles clientèles. Quand on la pose à des opérateurs touristiques, c'est plutôt des nouveaux produits. Donc voilà, c'est forcément un mix des deux. Mais voilà, si on fait une règle de 3 et qu'on donne un poids carbone à des clientèles de proximité, des clientèles nationales, donc qui mettent plus de 3 heures, des clientèles européennes et des clientèles lointaines, on aurait baissé, entre guillemets, nos externalités de 5% par rapport à cette évolution de fréquentation et de typologie de fréquentation. Mais je le redis, c'est pas le modèle absolu, hein, c'était un vrai choix stratégique qui était celui du CRT à l'époque. Ouais. Vous avez parlé de développer ou de confier de compétences transport aux offices du tourisme. Est-ce que vous pouvez développer ce sujet, sachant qu'en matière de transport, ce n'est pas les offices du tourisme qui sont directement compétents, et ce n'est même pas eux qui donnent le maximum d'informations. Ils pourraient. Alors comment ? En prenant la compétence. Pour prendre la compétence, ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple. On l'a testé avec l'Office du tourisme de la Grande Motte. Moi, je pratique le Blablacar. Je suis venu avec trois jeunes hier et je repars avec mon collègue de Pau. Et puis, on prendra éventuellement des gens à Chambéry après. Quand je fais le calcul des gens que je prends au Blablacar sur une année, 50% ils vont pour le travail ou pour des visites de famille, 50% ils vont pour des loisirs et des vacances. Et dans ces 50%, vous en avez à peu près la moitié qui vous disent qu'ils ne seraient pas partis parce que les transports sont trop chers. Donc sur les 50% qui prennent Blablacar pour aller en vacances, on sait à l'avance que moi je vais les prendre pour aller éventuellement de Clermont-Ferrand à Bourg-Saint-Maurice. Ils arrivent à Bourg-Saint-Maurice. Pourquoi l'Office du tourisme ne pourrait pas être informé que des gens vont venir à Bourg-Saint-Maurice en prenant Blablacar? Et pourquoi, dans un partenariat avec Blablacar, l'Office du tourisme ne devrait pas dire écoutez, vous nous avez amené, vous chauffeurs, des gens pour venir jusqu'à Bourg-Saint-Maurice, c'est super, on vous récompense en vous donnant telle ou telle réduction ou telle priorité pour aller faire du ski si ça se passait l'hiver. Sur le train, je vous donne un exemple concret de ce que peut faire un office de tourisme. On a la chance en Occitanie, mais c'est la situation géographique de l'Occitanie qui veut ça, parce qu'on est loin de Paris, on a la chance d'avoir 4 trains de nuit sur 6 qui circulent encore en France, donc un Paris-Rodez-Albi, un Paris-La Tour de Carol, donc c'est ce qui vous amène quasiment, enfin à la frontière espagnole, et puis ce qui amène plutôt vers Font-Romeu, un Paris-Cerbère, frontière espagnole aussi, et un Paris-Lourdes. Voilà. Et le Paris-Cerbère, il passe maintenant par la vallée du Rhône, il arrive à 7h du matin à 7, ça ne s'invente pas, 7 à 7, sauf que quand vous descendez du train à 7h du matin, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites? Même en été, même quand il fait chaud, qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous posez votre valise? Où est-ce que vous pouvez prendre votre chambre d'hôtel à 7h du matin si elle est libre? Voilà. On a demandé aux offices de tourisme d'aller démarcher, alors pas seulement à 7, mais sur les lignes à Cahors aussi, parce que lui, là, à Cahors, il arrive à 6h du matin, donc c'est encore plus tôt, de négocier avec les hôteliers, si vous réservez la nuit du samedi au dimanche et que l'hôtel est libre dans la nuit du vendredi à samedi, d'accepter que les gens puissent prendre la chambre quand ils sortent du train, avec un tarif supplémentaire pour aller prendre une douche, pour prendre le petit déjeuner, en faisant en sorte que le tarif n'augmente pas plus que 50% de la nuit qu'ils ont payé du samedi au dimanche. Alors que s'ils ont payé 100 € la nuit de samedi à dimanche, ils paieront 150 pour prendre l'hôtel à la sortie du train. Voilà, ça c'est le boulot d'un office de tourisme. Et ça, pour moi, c'est un lien avec la mobilité. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de mettre, c'est tout bête, mais dans les espaces d'office de tourisme, de l'information sur l'arrivée des trains, savoir si les trains sont en retard, parce que s'il y a 50 minutes de retard, c'est mieux de le savoir quand on est à l'office de tourisme, avant d'aller à la gare. Enfin, toutes ces informations-là, à mon avis, sont nécessaires.
La gestion du dernier kilomètre, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est des choses qui sont assez simples, même si la loi est tatillonne par rapport à ça, parce qu'un hôtelier ne peut pas faire taxi, ou alors il faut qu'il ait une immatriculation chez Atout France. Mais je vous donne l'exemple d'un opérateur de canoë-kayak à côté d'Ax-les-Thermes. Il est à 5 km de la gare. Quand on lui demande s'il est d'accord de garantir sa présence avec son camion et sa remorque de canoë-kayak à l'arrivée d'un seul train le samedi et le dimanche qui part de Toulouse. Donc je n'ai pas l'horaire précis, mais le train part à 9h14 de Toulouse, il arrive à 10h07 à Ax-les-Thermes, et bien à 10h07, l'opérateur tous les samedis, tous les dimanches de juin, juillet, août, septembre est dans la gare pour accueillir des gens. Il ne sait pas s'il y a des gens qui vont monter dans le camion ou pas, mais il est là. Sauf que si l'Office de tourisme, le CDT, le CRT mettent cette information, bah oui, vous avez des gens qui vont monter dans le train et qui vont du coup réserver leur activité canoë-kayak chez ce prestataire. Bah ça, c'est le boulot d'un office. Enfin, le CRT, nous, à l'échelle, je vous le rappelle, il y a 13 départements et 175 offices. Ce n'est pas un boulot qui peut être fait à l'échelle du CRT. Le CRT, lui, gère avec la région la capacité éventuellement d'amener des trains supplémentaires, parce que c'est aussi des réflexions qu'on a, d'adapter les horaires aux activités touristiques et éventuellement de renforcer les lignes, en particulier sur des lignes de bus. Mais ce travail-là, qui est un travail de terrain, moi je considère que oui, c'est un travail d'office de tourisme. J'ai une petite question pour compléter. Comment on met justement en coordination, en coopération, tous les acteurs du territoire? Alors l'Occitanie c'est grand, tu as dit qu'il y avait beaucoup d'offices de tourisme et d'autres acteurs justement touristiques, les canoës, etc. Comment vous avez fait là-bas pour mettre tout le monde dans la même dynamique et sans leur imposer, ou en tout cas en leur imposant de la bonne manière, quoi? L'Occitanie Retour, je reviens juste sur... je reviens sur ça. Ça existe. Moi, je voudrais juste, j'allais dire dépassionner, c'est pas dépassionné, mais revenir à la réalité. C'est évidemment très simple. Nous, on n'a rien inventé du tout. Hein. Moi, je le redis. Ce réseau-là, il existe. La compétence de la région, alors vous avez cette ligne, par exemple, qui monte sur ce Pont-Saint-Esprit, c'est une ligne qui a été ouverte après 50 ans de fermeture. Ça, c'est la région, c'est pas nous. Hein. La ligne qui va rouvrir ici entre Montrégeau et Luchon, et on pourra prendre le train pour aller directement de Toulouse à Luchon et faire du ski, comme on le fait pour Ax-les-Thermes. Ça existe. Moi, c'est ça que j'appelle marketer un réseau de TER. Donc ça, c'est un boulot qu'on a fait. Alors moi, j'aime les trains, vous avez compris. Donc c'est un soir, je me dis, tiens, comment on pourrait donner des noms de lignes? Et puis voilà, on a discuté après entre nous, on a discuté avec les CDT, parce que voilà, on ne voulait pas leur imposer. On s'est mis d'accord par rapport à ça. Mais faire une carte touristique ici, à Toulouse, voilà, vous zoomez sur Toulouse et vous avez 7 lignes au départ de Toulouse. Faire une carte touristique avec l'Office de tourisme en mettant au recto la carte régionale et au verso la carte au départ de Toulouse, et dire au départ de Toulouse, voilà, vous avez toutes ces lignes et vous avez toutes ces activités possibles. Faire un moteur de recherche pour dire j'habite à Toulouse, je veux faire du canoë-kayak, vous avez 5 lignes différentes qui vous amènent dans des gares où on sort de la gare, le prestataire de canoë, il est juste en dessous de la gare, enfin où il est à 100 mètres, que ce soit à Souillac, que ce soit à Najac, comme je le montrais tout à l'heure. Voilà, c'est ce travail d'information qui est nécessaire. Et c'est parce qu'on fait ce travail d'information que tout d'un coup, il y a des gens qui se disent, bah oui, tiens, c'est pas la peine que je prenne la bagnole, d'abord parce que ça va me coûter plus cher, et puis ça peut être plus sympa avec les enfants, et puis voilà, l'expérience, on va dire TER, même si quand on le dit comme ça, ça a l'air sympa, mais l'expérience TER, ça peut être aussi des retards, des annulations, c'est clair, hein, voilà, du monde debout, mais en tout cas, voilà, partir avec ses gosses dans le train, c'est plus sympa que de partir tous en bagnole, et c'est ça qui nous amène réellement de nouveaux consommateurs, et moi j'insiste pour dire que dans les 40% de Français qui partent en vacances, avant, il y a bien évidemment des difficultés économiques, mais il y a aussi des difficultés, on va dire, culturelles et sociales. Prendre le train quand on ne l'a jamais pris, ce n'est pas un truc aussi simple que ça. Je rappelle que les bénéficiaires des chèques, des bons CAF pour partir en vacances, beaucoup n'utilisent pas pour cette raison-là, parce qu'ils ne savent pas. Donc il n'y a pas, j'allais dire, il n'y a pas d'assistance sociale pour accompagner sur les vacances, mais il y en aurait besoin, objectivement, parce que je pense que c'est nécessaire. Et là, voilà, ce petit travail sur l'information pour dire, voilà, j'habite Toulouse et ce que je peux faire, Antidote en parlant tout à l'heure, parce que moi, je pense qu'il y a un vrai travail à faire dans les métropoles pour inverser la problématique domicile-travail pour une problématique domicile-loisir, et en particulier dans les métropoles qui ont la chance d'avoir plutôt une offre de train plus importante que dans les campagnes.
Mais ça peut marcher dans les deux sens aussi, hein. Mais pour dire, voilà, c'est le week-end, qu'est-ce que je peux faire? Et puis si j'ai un abonnement, un type pass, bah, du coup, je l'ai déjà payé, donc autant je sorte. Enfin, les Suisses, je crois que c'est 400 francs suisses, hein, le Magic Pass, je crois que c'est de sorte-là. Moi, j'ai réfléchi, j'ai pas eu le temps de finir, pour mettre un dispositif un peu pareil en Occitanie, mais pas pour le ski, mais pour les grands sites. Type voilà, Cité de l'Espace, Pas d'Irak, Sijan, Pont du Gard, enfin, on n'en manque pas par rapport à ça. Si on l'avait fait, on aurait fait un tarif au mois qui ne dépasse pas 25 balles pour dire, voilà, si tu es capable de payer 25 € pour un abonnement chez Orange, tu dois être capable de payer 25 € pour aller te balader. Enfin, je réinsiste sur le divertissement digital en opposition au voyage et à l'idée de faire sortir les gens de chez eux. Le tourisme, l'économie touristique, elle démarre le jour, au moment où on a fermé la porte de chez soi, y compris pour aller boire un café place du Capitole, parce que ce soit un Japonais ou un Toulousain qui vient boire un café, ça ne change rien. Sauf que, c'est vrai que moi, j'allais souvent boire une bière le soir, place du Capitole, le mercredi, après avoir acheté le canard enchaîné. Et je raconte souvent cette histoire-là. Il y a une forme de, je ne vais pas dire de naïveté sur le sujet de l'attractivité qu'on mesure assez souvent au nombre de kilomètres que les gens aient fait. Mais quand un bus, la place du Capitole, on ne peut la prendre en bus que sur un côté. Et vous avez le Crone Plaza qui est d'un côté, et le bus qui pose les clientèles, quand c'est des groupes, le pose de l'autre côté. Donc il faut qu'il traverse avec les roulettes toute la place du Capitole. Quand c'est un bus de Japonais qui arrive, vous avez une clameur. Et vous avez des gens qui disent « Ah, putain, t'as vu, il y a des Japonais à Toulouse, quand même, on attire. » Voilà. Vous avez un bus de Belges qui arrive 5 minutes après, vous n'avez pas de clameur. C'est comme ça. Donc, non, mais c'est vrai. Et un jour, moi, j'ai un élu qui m'a dit, dans une mission que je faisais pour un schéma régional, qui me dit « Jean, t'as raison sur les clientèles de proximité. » Et je vous jure que c'est vrai. Et il me dit « Mais nous, on veut des clientèles asiatiques parce que ça se voit. » Voilà. Ça relève d'une stratégie vachement élaborée. Donc, moi, je pense qu'il faut que... Je n'oppose pas, moi, je n'oppose ni l'avion, ni le train, ni les clientèles lointaines, ni la proximité. Je dis simplement, si on est pragmatique, et si on veut faire du tourisme durable, ouais, il faut changer de paradigme. Vous avez vu qu'on lance le pass-rail à 49 €, et dans la même journée, il y a aux 20h à la télé un reportage sur le fait qu'on va dépasser les 5 milliards de voyageurs en avion. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand on lance quelque chose pour diminuer nos émissions à effet de serre, de l'autre côté, on en profite pour inventer d'autres choses. C'est ça qui est terrible. Où est-ce qu'on trouve cette carte Sur le site du CRT. On distribuera les slides. Pardon ? Qui va sur le CRT pour trouver ça? Bah il n'y en avait pas beaucoup au départ, parce que je vous l'ai dit, l'Occitanie, ce n'est pas un nom de destination. C'est compliqué quand on est directeur de CRT de dire à sa présidente de région, on ne sait pas si on va s'appeler Occitanie sur le nom de domaine du CRT. Je ne sais pas si vous le savez, mais je le dis pour les départements qui ont une compétence touristique qui est administrative, comme les régions, sauf que les départements, ils ont quand même été... Enfin, le contour des départements a été dessiné par Napoléon il y a 250 ans. Et lui, il ne se souciait pas de savoir s'il y avait du tourisme ou pas. Donc on fait encore du tourisme avec des noms qui, pour certains, n'ont aucune évocation touristique. Moi, je suis natif du Doubs. Les gens qui veulent faire du ski de fond dans le Doubs, ils vont dans le Jura. J'ai bossé en Gironde. Les gens qui vont à la plage à la Cano, ils vont sur la côte landaise. Donc c'est un peu compliqué, la concordance entre les marques à vocation de destination. Vous avez seulement sur 96 départements métropolitains, vous en avez seulement 8 qui se sont affranchis du nom administratif dans leur nom de site internet pour prendre un autre nom. Exemple, l'Indre-et-Loire qui s'appelle la Touraine, le Maine-et-Loire qui s'appelle l'Anjou ou les Bouches-du-Rhône qui s'appelle Provence. Seulement 8. C'est quand même pas terrible. Nous, on a contourné, je veux dire, en travaillant l'image du train. Le budget communication du CRT, c'est que l'Occitanie Airec Tour. Ce n'est que sur les marchés européens, et j'insiste pour le dire parce qu'il y en a peut-être quelques-uns qui sont ici, mais ce ne sont que sur des médias engagés et volontaires, type Molo, Ouraï, Pétaouchnok. Nous n'avons pas mis un centime sur les médias mainstream. C'est un choix. Alors, je ne sais pas si ça durera plus tard, hein, mais maintenant je suis parti. Mais voilà, moi, je voulais que on capitalise sur ces nouveaux acteurs très engagés. Alors, pas aussi visibles que d'autres, mais ça nous semblait important de le faire comme ça. Et puis, l'autre solution qu'on a choisie, c'était de s'appuyer sur les contrats de destination d'Atout France, parce que ça nous semblait plus intéressant d'avoir une communication autour du canal du Midi, autour des Cévennes, autour des métropoles, autour de Lourdes, plutôt que tout communiquer sous le nom Occitanie.
Merci Jean. Est-ce que tu peux me réexpliquer un truc que je suis pas sûr d'avoir compris, la notion de marketing support avec Ryanair, les 400 000 euros, les lignes improbables qui ouvrent et la fixation des prix. Alors, il y aura un très bon reportage sur Paris Première avec un certain Jean Pinard qui va l'expliquer. Sans masque, maintenant que je suis parti, j'ai le droit de tout dire. C'est clair que Ryanair, je dis, le business de Ryanair, c'est d'organiser la concurrence entre les aéroports. Au départ, c'est ça. Donc ils viennent et ils regardent les aéroports sur lesquels il y a des obligations de service public, par exemple Rodez, à une obligation de, ou Brive, à une obligation de service public pour garder une ligne entre Paris, parce que objectivement faire Rodez Paris en train à la journée, c'est quand même difficile. Tout à l'heure, on rappelait que la ligne Paris-Toulouse est la plus fréquentée d'Europe. C'est vrai, en train, en avion. Moi, j'ai fait l'effort de prendre le train. C'est 9 heures de train pour aller à Paris. Hein. Donc, quand on rentre à 23h30, on est quand même un peu cassé. Donc, à Rodez, c'est plus que 9 heures de train dans l'aller-retour. Donc, il y a des obligations de service public. Donc, il y a des aéroports qui sont maintenus, qui coûtent très cher, hein, en déficit de fonctionnement. Et Ryanair, il repère ces aéroports en disant, puisque vous avez une piste et puis une activité aéroportuaire qui fonctionne avec la sécurité qui va, moi je vous propose de rajouter 4 lignes supplémentaires. Donc en Rodez, on peut aller à Dublin, on peut aller à Bruxelles, on peut aller à Londres, et je crois que c'est Édimbourg la 4e. Et Ryanair dit, mais comme personne ne connaît Rodez, ce qui n'est pas tout à fait faux, quand j'ouvre une ligne à Londres, pour faire la promotion de Rodez, vous allez me donner 400 000 euros, et moi je vais vous faire la pub sur le site internet de Rodez. En vrai, ils vont simplement écrire Rodez dans les destinations possibles et sur la carte, et ils disent que ça coûte 400 000 euros. Au départ, c'était des organismes comme nous, hein, qui payons. Ça a été retoqué par ça a été retoqué au niveau européen. D'ailleurs, Ryanair a dû rembourser des aides indûment. Là, ils le font de manière beaucoup plus maligne, c'est que le gestionnaire de l'aéroport, il dit, voilà, faites-moi un devis, on valide le devis, il n'y a que Ryanair qui répond, évidemment, et c'est comme ça qu'on donne 400 000 euros, pas de subvention, mais on paye une facture de prestation de ce qu'ils appellent le marketing support. Donc quand on additionne les 400 000 euros par le nombre de lignes, et le scandale, c'est, je reprends l'exemple des aéroports de Béziers et de Nîmes, c'est que Ryanair s'est fait foutre dehors par Montpellier parce qu'ils en avaient ras-le-bol des pratiques. Qu'est-ce qu'a fait Ryanair le lendemain? Il est allé à Béziers, et qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que Montpellier ouvre une nouvelle route aérienne, sans forcément de subvention, hein, c'était le cas l'autre jour sur une ligne avec SAS sur Stockholm, le lendemain, Ryanair annonce qu'il va ouvrir une ligne entre Béziers et Stockholm. Voilà. Donc on peut faire tout ce qu'on veut sur le train. Moi j'ai eu un échange, pas houleux, parce que poli, avec Delga, en disant tu vas te faire avoir un jour sur ce sujet-là, parce que 9 aéroports internationaux, c'est juste une honte. Ça n'a pas de sens. Il faut savoir que sur les 9 aéroports, vous avez Brive, Carcassonne, Lourdes, tous les aéroports ont 3 liaisons en commun, c'est Londres, Bruxelles et Dublin. Comme s'il y avait besoin d'avoir ces 3 lignes partout en Occitanie. Et quand moi je zoome, parce que je suis géographe de formation et que ça m'intéresse de faire un peu de stats, quand je zoome sur la fréquentation de l'Aveyron, qui a un aéroport avec Rodez, je regarde s'il y a plus de Britanniques, d'Irlandais et de Belges dans l'Aveyron, puisqu'ils ont un aéroport et qu'ils ont payé ça. Eh bien, il n'y en a pas. Il n'y a pas de différence avec le Cantal, il n'y a pas de différence avec la Lozère. Alors il y a certes des gens qui vont un peu plus loin et qui ne restent pas forcément là-bas. Mais moi ce que j'ai trouvé, c'est qu'en général, une ligne Ryanair en Occitanie, qui est pourtant une ligne dans une destination ensoleillée, où on a l'impression que c'est plutôt une ligne import, mais la plupart des lignes ont des vocations export. C'est-à-dire que vous avez des gens de Montpellier qui montent jusqu'à Rodez, parce que c'est là où le prix pour aller à Dublin est le moins cher. Donc ils prennent la bagnole pour faire Montpellier-Rodez. Et ensuite, ils payent Ryanair pour aller là-bas. Donc, une ligne Rodez-Dublin, parce qu'on l'avait cherché, c'est 60% d'export. Donc, on paye avec de l'argent public pour que des habitants d'Occitanie partent passer leurs vacances ailleurs. Oui, c'est une question qui concerne le transport train et bus. Je vois que chez nous, sur Arlisère, dans la région d'Albertville, des trains arrivent à Albertville. Les offices du tourisme font des plannings avec les horaires de train pour monter en station. Et puis, 3 mois après, la SNCF change ses horaires. Donc les gens arrivent, le bus est parti, quoi. Donc ça pose quand même des problèmes à ce niveau-là. C'est régulier. Le train de nuit qui arrive à Rodez, il a la correspondance pour Millau. Et comme il arrive assez souvent en retard, quand il arrive, parce que des fois il y a des éboulements, en ce moment il ne fonctionne plus, hein, c'est la même chose. Ouais, non mais enfin,
moi, je ne vais pas vous dire que tout est facile. La régularité des TER en Occitanie, c'est 92%. Donc, ce n'est pas si nul que ça non plus. Mais quand on est, on est en sac à dos ou même on est en famille parce qu'on a pris l'Occitanie avec Tours, qu'on est sur l'Aubrac parce qu'on a voulu faire un petit bout du chemin de Saint-Jacques de Compostelle et qu'au moment de reprendre le train pour rentrer le soir à Béziers, on s'aperçoit que le train est annulé. Je pense qu'il faut un numéro vert pour trouver des solutions, pour au moins trouver le taxi ou au moins aider les gens à trouver un hôtel, parce que ça, c'est des cas de figure qui malheureusement arrivent assez souvent. L'Aubrac, c'est la ligne qui part de Béziers, qui monte jusqu'à Clermont-Ferrand. Là encore, c'est tellement. Alors, si la première plus belle ligne, c'est celle des Cévennes, la deuxième, c'est celle de l'Aubrac. Il y a souvent des reportages qui sont faits là-dessus parce que les paysages sont objectivement magnifiques. Passer sur le viaduc de Garabie et le train, c'est comme l'autoroute à 75, est à plus de 1000 mètres d'altitude pendant au moins 150 km. Donc c'est beau, c'est vachement chouette. Il y a des paysages, surtout en ce moment où tout est en fleurs. Sauf que, bon, d'abord, les travaux, c'est malheureusement souvent l'été. Parce qu'on ne veut pas les faire quand les gens travaillent, donc on préfère les faire quand les touristes sont là. Et puis ensuite, il y a 2 trains par jour. 2 trains par jour. Donc c'est compliqué. Moi, je l'ai pris il n'y a pas longtemps parce que je voulais un peu montrer l'exemple. J'ai pris un train, il était tagué, je crois qu'il n'y avait plus 1 cm² qui n'était pas tagué, et les vitres n'avaient pas été lavées depuis je ne sais pas combien de temps. Donc on voyait rien. Alors voilà, il fallait ouvrir les vitres, mais comme ça caillait un peu dehors, c'était pas forcément facile. Donc ouais, c'est la dimension touristique des TER, c'est pas la priorité. Enfin, faut se le dire comme ça. Hein. Après, j'imagine que c'est compliqué. Moi, je vais pas critiquer la SNCF, mais quand je vois encore ce matin des gens super contents parce que la SNCF est concurrencée par de nouveaux opérateurs sur certaines de ces lignes. Les lignes en question, ce ne sont que des lignes TGV. Hein. Vous êtes bien placé ici, en Maurienne pour le savoir, avec le Fresca-Rossa, là, la ligne italienne. La Renfe vient concurrencer la SNCF parce que la SNCF n'a rien trouvé de mieux que d'être un opérateur majeur pour faire la ligne Madrid-Barcelone. Donc si l'ouverture à la concurrence, c'est d'avoir plus de trains sur les lignes qui sont rapides, entretenues et déjà super bien fréquentées, moi ce que je dis, c'est que plus il y avoir de concurrence sur ces lignes TGV, plus on va supprimer les lignes TER, parce que de toute façon, c'est ce qui va arriver un jour. La SNCF va devoir baisser ses prix, et parce qu'elle baisse ses prix, elle dira moi je n'exploite plus les lignes déficitaires. Donc ouais, il y a une vraie question sur la volonté politique autour des rails. Hein. Merci beaucoup Jean, on peut l'applaudir.